C'est parti, Robert. C'est parti. Alors, ce que je te disais tantôt, on commençait à parler, puis je me disais, hey, on va commencer l'enregistrement parce que mon intention aujourd'hui, c'est d'essayer de faire du bien aux gens. Je pense qu'on en a tous besoin dans cette période-ci. Puis je te racontais, tu me demandais où est-ce que je suis. Je suis dans une bibliothèque. Dehors, c'est la tempête de neige. Et puis, on fait ça un mercredi parce que ici, ils nous donnent une petite puce qui n'est pas sous la peau. C'est, tu sais, un genre de petit bidule en plastique, puis on peut ouvrir les portes de la bibliothèque, même si elle est fermée, et utiliser l'espace. Alors, ce qui fait que le mercredi, c'est pas mal silencieux ici. Je ne suis pas toute seule, mais ce n'est pas ouvert, il n'y a pas les enfants et tout ça. Je trouve que c'est un beau lieu pour enregistrer notre vidéo. Ben oui, ben merci. J'avais Merci encore une fois. Merci d'être là, Lucie. Tu ne sais pas à quel point tu fais du bien aux gens. Puis, merci à toi, Robert. Ben, on va commencer comme ça. Moi, j'avais envie de te parler, d'abord savoir comment tu vas, parce qu'on disait que tous ceux qui prennent la parole quand ça va à l'encontre du narratif du gouvernement se font discréditer, se font malmener. Et je te trouve d'un courage exemplaire de tenir le coup, de garder ton discours, tes valeurs à toi, de marcher droit devant, de continuer, peu importe ce qui arrive. Tu me parlais de Réinfo COVID, tu n'es pas tout seul maintenant. C'est une bonne nouvelle. Fait que veux-tu nous dire un peu des mots de ta part pour nous faire du bien? ben écoute, moi je n'appelle pas ça le courage, j'appelle ça de la cohérence, parce que c'est ça qui est important en bout de ligne. C'est de dire, on arrive un jour ou l'autre sur notre lit de mort. Ça va nous arriver à tout le monde. On veut fuir ça. Là, puis là, c'est une mise à jour de la peur de la mort qu'il y a dans notre collectivité. Alors que c'est notre sort à tout le monde, il faut apprivoiser ça. Il faut apprendre à faire la paix avec le fait qu'on on va arriver sur notre lit de mort un jour ou l'autre. Il ne faudra pas se dire, je suis passé à côté de ma vie, j'ai été... Quand il fallait se manifester, je me suis caché, je me suis mis la tête dans le sable. Non, il y a des choses auxquelles moi je tiens. Il n'y en a pas tant que ça. J'essaie de faire très attention à quoi je tiens, parce que ça nous fait souffrir ce à quoi on tient. Hein. Je vois Chantal qui disait qu'elle travaille fort parce qu'elle est très attachée, Chantal. Elle n'a pas un trouble d'attachement, elle a un trouble de détachement. Comme beaucoup de monde, mais c'est vrai, puis un jour ou l'autre, il faut se détacher. Il ne s'agit pas de se détacher, il s'agit de ne pas s'accrocher, je dirais. Oui. Alors, puis ça, il y a le détachement, il y a l'attachement, accroché, puis il y a le non-attachement qui est dans le milieu, je trouve. Okay. Puis je trouve que c'est à la bonne place. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'engager, ça veut dire qu'on est capable de se dégager aussi. Puis qu'on n'est pas, puis qu'on ne souffrira pas énormément, mais c'est sûr que ça met à jour tous nos attachements. Hein? Oui. Et puis, à quoi tu es attaché, Robert? De quoi tu as besoin pour être heureux? Là, j'ai besoin d'aller au jardin botanique parce que c'est mon lieu. Passe par-dessus la clôture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me parlais de la réaction de celle qui est à la porte là, du jardin botanique quand elle t'a demandé ta passe vaccinale, c'est le même qu'on l'appelle. Tu y as répondu quoi? Le code QR, j'en ai pas, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pouvez rentrer ici gratuitement avant 9h moins quart. Je vous donne le truc. Mais oui, mais je dis, quelle différence qu'il y a? Que je rentre à 9h moins quart, que je rentre là. Elle dit là, la différence, c'est que je suis ici. Je suis ici, puis je garde la porte, puis je n'ai pas le droit de vous laisser rentrer. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Elle dit, je vois bien que ça n'a pas d'allure. Elle sait que ça n'a pas d'allure. Oui. Mais parce qu'elle ne veut pas perdre son lien d'emploi, elle collabore, elle participe, elle devient complice. Puis c'est tout le monde de même, ma fille compris qui est au resto, puis qui, quand les gens rentrent dans le resto, est obligée de jouer à la police et de leur demander le code QR. Ça n'a aucun bon sens. Tu comprends-tu là, comment c'est tellement fou. Parce qu'on le sait maintenant. On le sait que les gens qui sont vaccinés transmettent.
C'est ouais, pas comme eux autres, ouais. ils ne transmettent plus, donc, en leur présence, tu es sécuritaire. Ah Mais non, oui, ils transmettent comme les autres. c'est Alors, incohérent. à quoi bon? À quoi? Ça ne tient plus la route. Ouais. Aussitôt que tu sais ça. Mais là, le gouvernement ne vient pas me dire qu'ils ne savent pas ça, puis ne vient pas me dire que la santé publique, ce n'est pas ça. Voyons donc. Même Rochelle Walensky a dit ça, là, qui est une menteuse chronique, là, la chef là, du CDC là, aux États-Unis, du Center for Disease Control. Ouais. Rochelle, ça ment comme ça parle. C'est une vraie politicienne. Elle n'a pas été mise là pour rien. C'est comme. Mais c'est pour ça qu'on se demande, mais à qui on va se fier? Ouais. Quand la chef, la directrice du Center for Disease Control dit des âneries comme mettez-vous un masque, ça prévient la transmission de 80%. C'est fou. C'est un mensonge Tu as grossier. trouvé ça chose. Puis, Hey, mais une chose qui fait du bien, Robert, c'est de verbaliser ça, non, mais de le dire que ça n'a pas de sens. elle n'a aucun bon sens. Puis Hmm. parce que les études les mieux faites, ça a été en Scandinavie, et puis ça a montré que ça ne change rien. Ben ça. Puis il y en a un autre qui a été fait au Bangladesh, puis ils ont fait des clusters de villages, puis qui ne se rencontrent pas les uns les autres. Puis un groupe leur a mis un masque ordinaire, les petits masques bleus là, qu'on traîne dans le fond de notre poche, là, tout le monde, là, pour rentrer au IGA. Puis on se masque pour ne pas offusquer les gens autour de nous autres, ou on ne se masque pas, Ouais. puis j'ai une condition, c'est selon. Et puis, puis on a mis ça, puis un autre groupe leur a mis un masque chirurgical, l'autre groupe, pas de masque. Puis Il n'y a pas de différence. la seule, il n'y a pas de différence, le bleu puis pas de masque, c'est pareil. Et puis ceux qui avaient un masque chirurgical, ça réduisait de 11%. C'est pas significatif, là, c'est un plan statistique. Alors, Non, puis c'est toujours dans la perspective que la personne qui porte le masque devrait être malade pour que ça soit significatif, mais si elle est en santé, ça ne fait aucune différence. Mais c'est là où on est rendu, Robert, c'est l'absurdité totale évidente. Et la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que les gens s'en rendent compte. C'est ça qui nous désarme, c'est de voir que les gens ne sont pas conscients, sont soit pas conscients que c'est absurde, ou bien ils te répondent ce qu'elle t'a dit, là, cette dame-là au jardin botanique. C'est les ordres. Je ne fais je ne fais qu'obéir aux ordres, comme on entendait dire à la Deuxième Guerre mondiale. c'est ça. J'ai obéi. Je n'ai fait que ce qu'on m'avait dit de faire. Mais c'est sûr que ça n'a aucun sens. Puis comme tu dis, on est en train de discréditer des gens qui sont très importants. On disait ça là, avant de commencer la vidéo. On dit, s'ils discréditent des personnes spécialistes dans leur domaine, ben, toi, moi, c'est sûr que ça ne prend pas grand-chose pour qu'on nous discrédite. Mais ça en est rendu complètement fou et en même temps une occasion de remettre en question ce qu'on a pris comme acquis. Tu sais, les postulats qu'on avait, c'est la loi a du sens. Les lois, là, ils sont là pour protéger la population. Hein, elles ont lieu d'être. Les ordres professionnels, on en parlait tantôt, les ordres professionnels protègent la population. Moi, j'appelle ça des sous-dictatures, là, les ordres professionnels en ce moment. Les gouvernements, les hommes politiques sont des représentants du peuple. Tu vois, c'est des choses qu'on est amené à remettre en question. Et pourquoi c'est si difficile? C'est que lorsqu'on a peur de franchir là, la frontière entre je crois à ça puis je n'y crois plus, parce qu'après, c'est le vide. C'est l'absence de sens. Il faut reconstruire, recréer un sens à tout ça. C'est très difficile pour les gens de choisir. Ils préfèrent s'attacher, comme tu dis, s'attacher à ce qui existe déjà que d'aller vers l'inconnu et de recréer. C'est là où on en est, là. Oui, qu'est-ce qu'on conserve? De quoi on se libère? Qu'est-ce qui fait sens? Vers quel monde on s'en va? Quel monde on est en train
de créer actuellement, si on se laisse faire, si on contribue à ça, si on collabore à ça, on est en train de vivre un monde où on se déshumanise complètement. Complètement. On s'infantilise, on infantilise les gens, on les prend en charge, on les réduit au lieu de les aider à s'émanciper, à se développer, à devenir plus autonomes, plus interdépendants, moins codépendants, moins comme si l'autre n'est pas là, je crève, tu sais. Il faut savoir reconnaître l'apport de l'autre, dire l'autre est essentiel à mon développement. Puis il faut que je le rencontre. Il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une rencontre, une vraie rencontre. Et puis ça prend du temps, il faut s'investir, créer de la confiance dans la relation. Alors que là, on est appelé à se méfier tout le monde les uns des autres. L'autre il pourrait me transmettre quelque chose de mortel. Slacker la vis. Tu sais, si, Monac, on a 1 ou 2 décès par jour associés à la COVID. Puis on va tabler là-dessus pour faire peur aux gens. Non, tu sais, il pourrait dire, oui, il y a eu 2 décès liés à la COVID, mais il y a eu aussi aujourd'hui 189 décès, vous savez, au total. Ah! Sans les autres, oui. Ah! Jamais. Moi, c'est ce qui m'a frappé au début, quand on présentait le nombre de morts absolus, sans comparaison avec la source d'autres décès. Je me disais, ça va créer un trauma. J'étais consciente que ce n'était pas éthique de présenter ça au public sans explication. Puis on continue de le faire après presque 2 ans. Ah oui, on continue de le faire, puis les gens ne réalisent pas. C'est comme on est toujours en train d'isoler quelque chose. Isoler, c'est comme là, on dit, bon, il y a eu une augmentation de 22 du nombre de cas depuis la semaine passée. Tu dis ça Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ça monte un petit peu, là, 22 mais c'est 22 de quoi? Exact. Si tu en avais 19, c'est 22 d'augmentation. Là. 22 oui, mais tu regardes comparativement, l'année passée, à pareille date, il y en avait combien de cas? T'sais? Puis là, il y en a combien? Il y en a beaucoup moins. Il y en a 3 fois moins. 3 fois moins de cas, 3 fois moins d'hospitalisation, à peu près 10 fois moins de décès aussi. Il y a 1, 2, il y a des journées 0, 3, 5, 2. Tu sais, c'est tous les jours pareil, tous les jours pareil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il faut apprendre à vivre avec ça, là. Ouais. Il faut apprendre à vivre avec la mort, il faut apprendre à vivre avec les virus. Puis les virus changent, il va y avoir des mutations, arrêtez de vous énerver avec ça. Mais c'est normal, c'est naturel. Puis les enfants ne tombent pas malades de ça. Puis c'est là-dessus notre bataille principale actuellement. Ouais. C'est d'essayer de sauver les enfants de ça, là, de cette folie-là. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de décès. Qu'est-ce que tu veux améliorer quand il n'y a pas de décès? Tu ne peux pas améliorer les affaires. Oui, mais il pourrait tomber malade. Mais oui, il peut avoir un accident en traversant la rue aussi. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie, hein? Puis toi, qu'est-ce que tu en penses, Robert? S'il tombe malade, est-ce qu'en étant malade, il ne développe pas à l'intérieur de lui sa capacité de lutter contre une maladie, il développe ses anticorps? Si tu l'empêches tout le temps d'être malade, il ne développe pas par lui-même ce qu'il a de besoin. J'ai l'impression qu'on, de plus en plus, mais ce n'est pas nouveau, hein, Robert, on développe une médecine qui est un ajout de l'extérieur à quelque chose qu'on a déjà dans notre corps et qu'on a tout avantage à développer. Puis avec les vaccins, c'est un peu ça qu'on dit. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour lutter contre ce virus. Alors, nous, on va vous donner ça, mais en le donnant, tu sais mieux que moi, j'imagine, en le donnant, on affaiblit un peu la capacité de la personne à lutter contre quelque chose. Bon, ça, pas nécessairement tous les vaccins. Je pense pas le but, c'est pas d'empêcher l'enfant de développer des capacités ben, tu sais, parce qu'ils fabriquent des anticorps, les enfants, là, comme ça. Là, comme ça. Des machines à anticorps, c'est des machines. Ben oui, parce que il faut qu'ils développent, ils viennent avec les anticorps de la maman, bien sûr, au départ, mais il faut qu'ils développent aussi, qu'ils activent leur système immunitaire. Puis pendant l'enfance, c'est ça, c'est la rencontre d'autres enfants, donc ils se transmettent le virus, et c'est parfait.
c'est parfait. C'est exactement ça qu'il faut parce que c'est là qu'ils se consolident, c'est là qu'ils apprennent à faire face à la musique. Et puis, ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux autres, c'est sûr. Puis d'autant plus que ça, il y a des maladies qui les affectent, qui peuvent les tuer, là, la rougeole, entre autres. Il y a une possibilité. C'est rare, mais ça peut arriver. Puis il y a quelque chose, il y a un vaccin avec le virus inactivé qui vont avec la vaccination. Mais ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. Là. On parle d'une injection d'un matériel génétique pour lequel on n'a aucun recul. Puis on vient de faire une étude sur 3000 enfants, 2000 qui ont reçu l'injection, puis 1000 avec à peu près 1000 avec le placebo. Et puis, on a fait ça sur 3000 enfants, on a un recul de 2 mois, 5 ans à 12 ans. Et après ça, on va donner ça à des millions d'enfants. Et alors qu'ils n'en meurent pas, n'en souffrent pas, peuvent se transmettre ça allègrement, les enfants. Laissez-les jouer ensemble, pas de masque. Laissez-les se transmettre ça. Puis si votre enfant, il y a une difficulté, un problème, un danger, une morbidité, là, qui peut être, il y a une leucémie, puis il y a un traitement avec ça. Hein? Et puis il y a peut-être chez cet enfant-là un petit avantage à se faire injecter. Bien, il y a des enfants avec des comorbidités qui pourraient, la balance, ces risques-avantages peut-être être avantageuse. Je dis peut-être. On ne le sait pas, on n'en a pas, parce que ça n'a pas été vérifié, mais on peut le présumer, on peut dire, s'il y en a qui peuvent en profiter, c'est peut-être ceux-là. Mais les autres, là, un petit gars normal, une petite fille normale, là, foutez-leur la paix, puis là, on va les tester. Il y en a un de positif. Hein? Où est le problème? Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Foutez-leur la paix. Foutez la paix aux parents, foutez la paix aux enseignants, comme ils ont fait en Suède. C'est ce qu'ils ont fait en Suède. Ils n'ont pas fermé les écoles. Non, puis pas de masque, pas de bulle. Pas Non, de au masque contraire. d'enfants. On n'est pas plus malade qu'ailleurs, au contraire. Au Mais contraire. j'ai vu passer là aujourd'hui qu'ils veulent exiger. En tout cas, dans les nouvelles, c'est de même, ça marche. Ils tâtent le terrain, ils perdent la passe vaccinale pour les enfants qui jouent au hockey. C'est quoi, la santé, c'est ça, jouer, faire du sport, être ensemble. Puis là, parce qu'il y a eu des éclosions, hey, Robert, avant, là, par rapport à la recherche, jamais on n'aurait fait ça, jamais on n'aurait accepté qu'un produit expérimental soit imposé. Même à une petite population, là, c'est out large, c'est incroyable comment on en a pu Absolument. en arriver à ça. Écoute, ils ont réussi à... les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a du monde qui a bien de l'argent là, sur la planète, hein? Les oligarques. Toi, tu as assez d'argent pour vivre correctement. Moi, j'ai assez d'argent pour vivre correctement. Je n'ai pas une fortune, mais assez pour bien vivre. Je ne suis pas inquiet sur le plan financier. Il y a plein de monde qui sont inquiets sur le plan financier, mais il y a du monde, ils ont de l'argent. Mais ça n'a aucun bon sens. Quand tu parles que quelqu'un a 1 milliard, 1 milliard. Il y a 1000 millions de dollars. Puis il est encore avec un estomac. Puis il y a juste un estomac rempli, là. Qu'est-ce que tu veux faire? OK. Je demandais où tu voulais en venir. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de ça pour manger. C'est beau manger du foie gras à tous les jours. Ça coûte cher. Tu vas mourir si tu fais ça. Mourir. Mais c'est ça, il y a des gens même qui la font, l'argent. Ils n'ont pas de problème avec ça. Puis quand tu as beaucoup d'argent, bien, tu vois, ceux qui ont beaucoup d'argent, Robert, ça me fait beaucoup réfléchir notre situation, là, ce qu'on vit tous. Pour moi, c'est un choix entre avoir beaucoup d'argent et du pouvoir, puis rester connecté à des valeurs de bienveillance, de partage, de générosité, d'amour. J'ai vraiment l'impression que la société, là, il y a en ce moment une scission entre ces deux groupes de personnes. Ouais. Puis ça met ça au clair. Il n'y a pas une personne en ce moment qui intervient là, pour dire aux gens, faites attention, soyez prudents avec ces vaccins-là. Pas une de ces personnes qui le fait pour gagner de l'argent. Il n'y en a pas. C'est le contraire.
C'est qu'on a le clash des valeurs. Là. Tu sais, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Tu sais, c'est de ça qu'on parle. Là. Tu sais, c'est le pouvoir de l'amour ou l'amour du pouvoir. C'est bien dit. C'est pas compliqué. Tu sais, puis il y en a qui choisissent l'amour du pouvoir, Ouais. le pouvoir sur l'autre. Tu sais, comme Jeffrey Epstein, tu sais, qui avait lui aussi une fortune colossale, puis qui a fini par se suicider. Est-on sûr de ça? Qu'il s'est suicidé, lui, ou il connaissait des gros noms qui auraient pu salir aussi, puis il amenait des petites filles de 15-16 ans dans son île, dans son île, puis pour en abuser, évidemment. C'est épouvantable. Alors, il y a des gens comme ça qui, l'argent, c'est un moyen de parvenir à leur fin puis d'acheter de n'importe quoi. Bien sûr, tu peux acheter du sexe, tu peux acheter du plaisir, tu peux acheter des milliards d'affaires, mais tu n'achètes pas l'amour. Les choses précieuses, importantes dans la vie, tu n'achètes pas ça. Et ça se mérite. Ça se mérite par ton engagement, ton comportement, ta bienveillance, ta générosité, ton honnêteté, le souci de l'autre, être capable de prendre soin de l'autre. L'autre n'est pas là pour être exploité par toi, pour que tu le manipules, tu le fous, puis tu as du fric, puis tu as donc du pouvoir sur l'autre. Il y a toujours un rapport, je suis au-dessus de la masse. Puis quand tu as des sommes d'argent colossales, tu es rendu avec 150 milliards de dollars, là, mais ça te rend, tu vis pas sur la même planète que le monde normal. Peut-être notre réconfort, c'est de penser, ces gens-là ne sont pas heureux, Robert. Non, ils ne l'expérimentent pas, ce bonheur. Même cet amour, tu dis l'amour de l'argent, c'est un intérêt pour l'argent, un besoin, même peut-être un besoin d'avoir du pouvoir sur les autres. Oui. C'est ça, la bonne nouvelle, c'est qu'eux autres, là, quand ils vont mourir, je ne sais pas où ils vont s'en aller, puis je ne crois pas qu'ils vont vivre. Tu sais, quand on meurt, souvent, il paraît, on vit un moment de plénitude, de grâce incroyable. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont vivre, ces gens-là. J'ai l'impression qu'on ne va pas à la même place. On va dire ça comme ça. Mais c'est ça qu'on vit, puis c'est ça que ça rend tellement évident, cette division-là, puis le choix qu'on fait en ce moment. Puis je reviens à la personne qui était au guichet là, du Jardin botanique parce qu'elle représente plusieurs personnes, la majorité, je dirais, qui sont dans un dilemme en ce moment. T'sais, ils font un choix, un choix d'être aveugle, de se boucher les oreilles, de se fermer les yeux. Puis ils disent, moi, je fais ça parce qu'on me dit de le faire. Mais tôt ou tard, je crois qu'ils vont devoir revenir en arrière, raisonner, se poser des questions, puis faire des choix véritables. Est-ce que cet ami, par exemple, toi, je ne sais pas s'il te connaît, si tu as été souvent au Jardin botanique, mais est-ce que je refuse quelqu'un que je connais? Quelqu'un là, qui me touche dans mon cœur, je le refuse, je lui refuse un bonheur de marcher dans un parc parce qu'on me donne l'ordre de le faire. Ou bien je remets en question cet ordre. C'est ça qui est tellement difficile pour les gens, remettre en question la loi. Oui, mais ça devient plus facile si tu n'as pas besoin à tout prix de ta job. Tu comprends? Notre gros problème, c'est que les gens sont dépendants de leur job. Si tu disais, bon, ben écoute, moi, je veux faire ce que j'aime, puis aimer ce que je fais, puis si je ne peux pas être, je ne ferai pas ce qu'on me demande de faire. Comme moi, j'ai été médecin. Là. Il m'avait dit, bon, ben pour continuer d'être médecin, pour continuer d'avoir ton salaire de médecin qu'on te donne, la Régie d'assurance maladie du Québec, il va falloir que désormais que tu vois au minimum 50 patients par jour. Bon, c'est ça le contrat. On vient de changer ça. On réalise qu'il y a plein de monde qui n'ont pas de docteur, puis il faut qu'il y ait un docteur. Okay. Pourquoi ça te prend un docteur? Ça, c'est la première affaire. Tu sais, pour deux raisons. Parce que tu as peur et parce que tu as confiance. Si tu as peur et tu n'as pas confiance, tu n'iras pas voir le docteur. Si tu n'as pas peur, tu n'iras pas voir le docteur non plus. Pourquoi tu vas voir le docteur? Parce que tu as un symptôme qui t'inquiète, tu as un malaise, puis tu fais quelque chose, c'est-tu grave? Tu n'es pas grave, docteur, puis je veux me faire rassurer, donc je veux passer des examens. Mais à partir du moment où tu n'as plus peur, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de la maladie, tu n'as plus peur, ça diminue en maudit tes visites chez le docteur. Tu comprends-tu? Exact. Moi, j'ai une règle bien simple.
Si j'ai un malaise, j'attends au moins un mois. À moins que j'aie une douleur dans la poitrine, là, à l'effort, là, je sais que ça pourrait être un signe d'angine, puis là, je suis peut-être mieux de pas attendre un mois plus tard, là, surtout si ça arrive de plus en plus, puis c'est régulier, puis j'avais pas ça, puis là, à chaque fois que je marche un peu trop vite, oups, il y a un serrement dans la poitrine, je dis, il y a un signal d'alarme, il faut que j'aille voir à l'Institut s'il n'y a pas un artère qui est en train de bloquer, puis qui peuvent peut-être dilater. Bon, mais autrement, les petits malaises, moi, un de mes frères me dit, en haut de 50 ans, là, si tu te lèves le matin, tu as pas mal nulle part, c'est parce que tu es mort. Alors, il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à vivre. Il y a des malaises. Petits bobos, c'est nos petits bobos. C'est nos petits bobos. Mais il faut apprendre à tolérer l'inconfort. C'est ça que je veux dire. Ouais. Accepter de tolérer l'inconfort, mais de quoi j'ai besoin pour être heureux? J'ai besoin d'un salaire, d'une continuité, d'un projet. Puis là, parce qu'on a besoin de ça, on va nous demander des affaires qui n'ont pas d'allure, puis on va dire oui. Mais s'il me demande d'avoir 50 patients par jour, puis je suis indépendant financièrement, pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai appris à vivre bien avec moi. On s'est rencontrés ensemble dans un colloque sur la... Simplicité volontaire. Voilà, c'est comme ça, la simplicité volontaire. Pas la pauvreté qui est involontaire, mais dire, apprendre à être bien avec moins. Parce qu'on est capable de gratitude, on est capable de développer de la gratitude. Puis le contentement, se contenter. J'ai assez d'amis, j'ai assez d'argent, j'ai assez de temps, j'ai assez de livres. Si j'en veux plus, il y a une bibliothèque, c'est gratuit. La vie devient plus simple. Puis là, c'est plus possible d'être une petite madame ou un petit monsieur au guichet, puis dit passez donc. On va fermer les yeux. Puis à un moment donné, il va arriver quelqu'un qui va nous pogner. Hey, tu avais laissé passer quelqu'un. Ben oui, sacré-moi dehors. Je vais me trouver un autre job. Puis je vais me trouver un job qui. Parce que pour moi, ça n'a juste aucun bon sens. Je ne collaborerai pas à ça. Ouais. Et il y a des gens qui ont le cran de quitter leur emploi avec une famille parce qu'ils ne sont pas capables d'aller au-delà de leurs valeurs. Et on apprend de ces gens-là. Ils sont tellement inspirants. Ils risquent gros. Mais tu sais ce que j'entendais de ces gens-là ou de gens qui connaissent ce monde-là? Ils sont contents d'avoir fait ce choix-là parce qu'ils font ce que tu dis, ils ont redéfini leurs besoins et réalisent qu'ils n'ont pas besoin de travailler autant. Par exemple, s'ils sont deux conjoints, un conjoint, une autre, bien, il y a une des personnes qui reste à la maison, qui réduit ses besoins. Et moi, de ce temps-ci, je réalise tellement qu'on a besoin de deux choses: boire, manger, se nourrir, être en sécurité et partager. On a tellement accumulé de biens qu'on utilise très peu, parfois une fois par année. Par exemple, des grands outils qu'on a à la maison, qu'on pourrait partager aux autres. Ben oui. Et tu parles de gratitude. Bon, moi, je suis ici. J'ai recommencé un peu ma vie en Suède avec très peu de choses. J'ai acheté une maison, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de fosse septique, rien. Puis on a reconstruit, mais la maison, il n'y a pas de décoration, je suis bien dedans. Mais je réalise que mon bonheur, là, c'est quand je regarde les oiseaux dehors. Voilà. C'est des choses tellement simples. Je suis pleine de gratitude et c'est ça qui est important. On traverse la vie entière pour vivre ces petits moments-là, puis là, on se fait croire que c'est en ayant beaucoup d'argent, en ayant beaucoup de biens matériels. Non! De toutes les recherches qui ont été faites sur le bonheur, là, on arrive à cette conclusion-là. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, c'est la rencontre. C'est de passer du temps avec quelqu'un qu'on aime, c'est d'être dans la nature. C'est des petites choses qui ne coûtent rien souvent. Bien, j'ai l'impression, Robert, je sais que c'est grave ce qu'on vit, mais en même temps, c'est tellement une occasion pour redéfinir ce qui nous rend heureux, ce qu'on veut vivre, comment on veut vivre, et faire des choix, prendre des décisions importantes. Et mettre à jour nos dépendances. Hein? De quoi j'ai besoin pour être bien? Je parlais du jardin botanique. J'ai-tu besoin du jardin botanique? Non. Non. C'est comme... Je lisais une phrase qui m'a beaucoup frappé à un moment donné dans un livre. Ça disait « On s'attache au saint
mais c'est du lait dont on a besoin. C'est-tu bien dit? Tu as vraiment l'art des belles phrases, toi. C'est super. Mais On s'attache au sein, mais c'est le lait dont on a besoin. c'est du lait dont on a besoin. Alors, il y a une méprise, tu sais, on a besoin d'amour, on a besoin de lien. Ça, écoute, un humain, c'est un être de lien. Puis quand on touche à ça, on touche au fondement de l'humanisme, de l'humanité. On se robotise, on se laisse définir par ces morons-là qui sont à la tête, les oligarques qui essaient d'imposer leur agenda. Là. C'est vrai. Tous les hyper riches qui sont en train de contrôler complètement les masses médias, donc contrôler l'esprit du monde. Hein? Qu'est-ce qu'on leur met dans la tête au monde? C'est facile, la peur. Oui. Arroser les graines de peur, vous allez les contrôler par la peur. Alors, notre job, c'est de dire, tu peux me la raconter, ton histoire. Là, Ouais. Alors, moi, je suis là pour calmer, rassurer. D'abord, me calmer. Regardez qu'est-ce qui se passe véritablement. Il n'y a rien de menaçant. Ouais. Actuellement, rien. C'est vraiment bon. Sauf, oui, il y a des gens qui menacent parce que, bon, je pense que ces gens-là ont une perception d'eux-mêmes qui est médiocre et pour combler le manque de valeur personnelle, bon, ils vont s'imposer sur les autres. Mais je vais revenir sur quelque chose que tu dis. Je réalise plein de choses dans ce qu'on vit, mais entre autres, comment, tu dis, on s'accroche, hein? Mais il y a des gens qui s'accrochent au malheur. Je sais que ça peut être étonnant d'entendre ça, mais depuis un bon bout de temps, on a donné un sens à notre vie à partir du malheur. Les nouvelles, tu sais, les journaux sont construits pour attirer l'attention sur le malheur des autres. Hein? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des gens en ce moment qui ne veulent pas reconnaître qu'il n'y a pas de danger lié au virus parce qu'ils ont besoin de donner un sens. C'est excitant de savoir qu'il se passe quelque chose de grave en ce moment. Des gens, on a été habitués à ça. Les journaux, la télévision nous a habitués à trouver important la vie quand il se passe quelque chose de grave. Puis quand tu arrives et tu leur dis, écoutez, les virus, ça a toujours existé, celui-là, il n'est pas plus grave qu'un autre. En ce moment, en tout cas, il n'y a pas trop. Ils n'aiment pas ça, entendre ça. Ils n'aiment pas ça qu'on leur dise, ça va bien. Pas ça va bien aller, mais là, ça va bien, somme toute. Ils sont confrontés. Parce que moi, ce que je pense, d'un point de vue psychologique, c'est je préfère m'accrocher à un malheur qu'être devant le néant et, comme on le disait tantôt, devoir reconstruire un monde qui est différent de celui que je connais. Qui est basé sur autre chose, que la consommation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de rien, ça veut dire qu'il faut faire très attention. À un moment donné, il faut dire, oups, je suis rendu à quelque chose qui s'appelle assez, là. C'est assez, là. Qui s'appelle assez. C'est Assez. bon, ça. Je suis rendue à quelque chose qui s'appelle assez. C'est suffisant. Just enough. Just enough. J'en veux pas plus. Puis même, j'aurais peut-être intérêt à me départir de certaines choses, de beaucoup de choses. Il y a 1 milliard d'affaires qu'on accumule parce qu'on a peur du vide, probablement, parce qu'on a peur de l'espace, parce qu'on n'est pas habitué à la liberté, on est habitué à vivre à l'intérieur d'un cadre. Depuis qu'on est petit gars, petite fille, depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, on a une structure qui s'appelle l'école. Là, ça t'apprend que tous les jours, il faut que tu te lèves à telle heure, tu vas faire un bon robot, tu vas bien travailler à un moment donné, tu vas avoir un job à 9 à 5 jours semaine. Pourquoi il faut travailler 5 jours? Qui c'est qui a décidé ça, qu'il fallait travailler 5 jours? Pourquoi ça ne sera pas 3 jours que ça serait assez? 3 jours, 4 jours, ça nous donnerait le temps de se rencontrer, de jaser, de rigoler, de danser, de vivre. De vivre en dehors de sa job, de ne pas s'arrêter à se définir comme un docteur ou un avocat ou je ne sais pas quoi, mais un être humain qui des fois fait la cuisine, qui des fois... Oui. On est déconnecté de ce qui est notre source de survie. Je réalisais ça, on était endoctrinés, toi et moi.
Oui. à travailler du matin au soir, puis à recevoir un salaire, mais complètement déconnecté de ce dont on a besoin. Puis comme tu dis, moi, je sais que c'est un gros mot, là, mais j'ai l'impression qu'on est les esclaves modernes parce que le travail qu'on fait, en grande partie, ne nous sert pas à nous, même si tous les deux, on a travaillé à rendre service aux gens. Hein? Toi, tu aidais les gens, j'aidais les gens, mais dans un système, dans une institution, puis c'est déconnecté de ce qu'on a vraiment besoin. Puis comme tu dis, puis je suis tellement d'accord, si on ne considérait que ce qu'on a de besoin pour vivre, on travaillerait beaucoup moins. Puis on passerait beaucoup plus de temps à vivre. Oui. Puis tu vois, ce que tu dis, on a passé beaucoup de temps à aider les gens. Moi, je suis très attaché à l'idée de l'entraide. Oui. C'est comme, même si on se définit comme aidant, un jour, on va avoir besoin d'aide, nous autres aussi. Tu sais. On va devenir un aidé. On va changer de bord du bureau. Puis on va aller rencontrer quelqu'un. Puis on est condamné à s'entraider. C'est pas compliqué, hein? Puis à un moment donné, tu vas bien, donne un coup de main. Tu ne vas pas bien, va chercher de l'aide. Arrête de te définir comme un aidant. Tu es un aidant, puis tu vas être un aidé. Fait qu'on est toujours dans l'entraide. Exactement. Puis l'autre qui vient me voir, ben, il m'aide. Il m'aide parce qu'il me réconforte en disant je suis digne de confiance, j'ai une compétence qui vient y donner un petit coup de main. Puis comment je fais pour ne pas abuser de ce pouvoir-là que je peux me donner sur quelqu'un d'autre? Ouais. Comment je fais pour dire ouais, sois humble, reste humble, tu l'accompagnes. Il vient s'accoter sur toi un petit bout de temps. Mais tu sais, agrippe-toi pas à lui, là, parce qu'on peut devenir, l'aidant peut devenir dépendant de l'aider. Hein, il a besoin de l'aider pour payer son hypothèque. C'est comme... Mon Dieu. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se vivent à travers les relations d'aide ou d'entraide, mais il faut reconnaître que l'autre vient nous aider aussi. Tout le Puis, temps. Ce qu'on fait là, écoute, Robert, jaser comme ça, là, toi et moi, ça nous aide, nous. On se sent utile, on se sent connecté aux gens. On a envie de dire, tout le monde vit la même chose, main dans la main, puis on avance ensemble, on s'accompagne. Puis moi, j'ai toujours considéré que mes clients m'aidaient autant que je pouvais les aider. Ça donnait un sens à ma vie d'être là pour eux. Puis comme tu dis, c'est vrai que tôt ou tard, on réalise qu'on a besoin d'aide, nous aussi. ben oui. C'est un échange. Ben oui, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui change l'huile de mon auto, puis il y a quelqu'un, puis on a besoin de lui, puis merci de faire ça pour moi, tu sais. Alors, avoir de la gratitude pour tous les gens qui nous aident à vivre. Il y a notre vie, là, tu sais, le plombier, tous ceux qui font qu'on a de l'eau à notre disposition. Mais c'est miraculeux tout ça, tu sais. Il faut constamment dire merci. Quand tu deviens constant, là, tu passes ta vie à dire merci. Merci d'être là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est des moments de grâce d'être dans cette gratitude-là. Hein? C'est drôle Oui. ce que tu dis parce que ça m'a fait penser. Ma mère, à la fin de sa vie, elle disait ça de temps en temps. C'est un miracle. Lucie, c'est un miracle. Puis là, je cherchais, mais c'est quoi qui est un miracle? Mais elle voyait ça, elle était consciente du miracle de la vie. C'est tellement beau. Je ne veux pas qu'on s'éternise parce que les gens ont tellement de choses à écouter Ben en oui, plus de nous. Mais tu parles de gratitude, puis ça, j'aime ça terminer justement par cette gratitude-là. Moi, si je suis là, c'est parce que j'ai tellement appris d'une personne et de l'autre durant les dernières années. On m'a nourri d'informations dans des domaines que je ne connaissais pas. Et je leur dis merci constamment. C'est un échange entre eux et nous dans des domaines différents. Oui, puis si on a pu grandir, moi je dis merci à mes enfants. Tu sais, je les ai aidés à grandir, mais ils m'ont fait grandir, ils ont dilaté chez moi, ils m'ont appelé à devenir plus patient, plus tolérant, plus aimant, plus généreux. Toute une tonne de qualités que j'ai pu développer grâce à leur présence. Puis des enfants, tu ne fais pas ça tout seul, il faut que tu t'associes à quelqu'un, là, tu sais, Alors, c'est le C'est un miracle de travail d'équipe, hein? Alors, il faut constamment dire merci puis apprécier les gens qui nous font le cadeau de leur présence. Donc, ton cadeau, le cadeau de ta présence aujourd'hui. Puis
Puis la tienne, c'est ça. Je termine comme ça. Merci, Robert. Tu sais, il y a tellement peu de médecins qui parlent en ce moment. On a besoin de les entendre, puis tu le fais généreusement, puis je sais que c'est pas facile toujours. Mais là, tu n'es pas tout Très seul. facile. De plus en plus facile. OK. Et c'est comme, encore une fois, ce qui est facile, ça devient facile quand on se détache du souci du regard de l'autre. Tu comprends? Si on veut que tout le monde nous aime tout le temps, ferme donc ta boîte. C'est ça. Non, mais tu sais, tu ne dérangeras pas personne, mais si tu veux apporter ta petite contribution, le minuscule, humble, mais quand même, apporter ta petite contribution au monde dans lequel on joue notre pièce, notre rôle dans notre pièce de théâtre, là, tu sais, il faut prendre le risque du regard de l'autre, puis accepter qu'il y en a qui vont nous apprécier, nous aimer, nous remercier, puis il y en a d'autres qui vont nous haïr parce qu'ils n'aiment pas les idées qu'on propage, qu'on diffuse. Soit ça, ou bien ça les confronte. Puis je vais juste rajouter, quand je suis ici puis que je parle de la Suède, je me rends vraiment compte qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de la réussite de la Suède. Puis je le comprends, tu sais. Je comprends que pour eux, qu'on leur dise qu'en Suède, ça a bien été puis qu'il n'y a pas eu de confinement, c'est très confrontant. C'est comme reconnaître qu'ils se sont trompés. Alors, quand les gens ne sont pas contents de ce qu'on dit, parfois, c'est une projection qu'on dit. Ils ne voudraient pas qu'on dise ça parce que c'est un peu un miroir. Ça leur fait voir que peut-être qu'ils ils se sont trompés, ils ont fait des erreurs, ils ont fait confiance en des gens qui n'auraient pas dû. C'est pas facile ce qu'on vit en ce moment quand on dit notre vérité. Chacun est face à lui-même dans cette vérité-là. Mais c'est un moment de découverte. C'est un moment de découverte. Il faut se découvrir tous nos attachements aussi, puis apprendre à se libérer de ça. C'est l'occasion, là, c'est de dire à quoi tu es attaché. Qu'est-ce qui te fait souffrir actuellement, Robert? C'est que tu ne peux pas aller au jardin botanique. Mais oui, saute la clôture. Puis désobéis d'une façon discrète. C'est comme... Oui, oui. On ne le Gardez, dira pas. gardez un bon sens de l'humour, c'est bien Oui, important. oui. Rencontrer des gens joyeux. Lire des affaires, tu sais, plus dramatiques. Moi, tu sais, tu lis le choix d'Édith, là, Édith Heger, là, tu sais, OK. qui a traversé les camps de concentration, qui est devenue une psychothérapeute extraordinaire, là, tu sais, une femme avec un destin tragique, là. Puis elle est rendue à 93 ans, c'est une des rares survivantes de l'Holocauste, tu sais, et puis est encore active, puis une belle vieille mémée, là, tu sais, vivante, là, puis elle a failli crever là, dans un camp de concentration. Elle s'est ramassée à Auschwitz, elle a perdu ses 2 parents, là, qui ont été brûlés, qui sont passés dans... Tu sais, c'est comme... Puis elle raconte ça elle raconte toute son histoire là, dans le choix d'Édith. Alors, tu lis ça, tu dis ce qu'on vit. C'est pas drôle, là, mais il y a des humains qui ont traversé pas mal pire que ce que tu es en train de traverser. Alors, ça relativise un peu. Ça ne veut pas dire c'est rien. Non, non. Il y a quelque chose qui se passe, puis il faut réagir face à ça. Mais il y a des ressources. Il y a de la ressource en dedans de nous autres. Puis des fois, ce qu'on traverse, même si c'est difficile, c'est l'occasion d'apprendre sur nous autres, sur la vie, sur les autres, sur les pièges, sur nos attachements, puis se libérer. Se libérer. Être libre, c'est vraiment ça. Oh, Voilà. merci, Robert, infiniment. Je suis contente de te retrouver, puis on va continuer. Oui, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas se perdre de vue, hein, puis garder les liens qui sont importants, qui sont précieux, qui sont gratifiants. Il y en a plein de monde fin. Découvrez-les, rencontrez-les, écoutez-les. C'est comme créer des liens. C'est comme ça qu'on va traverser ça. C'est des beaux liens, des liens avec des gens qui nous respectent. Oui, qui nous font du bien. En ce moment, pour moi, je le vois comme temporaire. On peut s'éloigner de certaines personnes qui ne nous font pas de bien, hein, puis créer ces liens-là avec des gens qui sont bons pour nous. Et peut-être qu'il y aura de grandes retrouvailles à un moment donné. Oui, oui, moi je pense qu'il va falloir, il va y avoir on en parlera il va y avoir une convalescence, puis une réconciliation aussi avec certaines personnes.
Puis c'est là que le non-jugement va devenir très important. Apprendre à ne pas juger, comprendre un peu ce qui les a touchés. Puis, alors, il faut arrêter de se mépriser les uns les autres, se juger, se rejeter. Il faut retrouver le bonheur de la rencontre. La rencontre. On en parlera. Je trouve ça vraiment important parce que je me rends compte qu'on est soumis différemment à ce narratif, puis on fait des choix, mais ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. On est tous légitimes, je dirais. Puis on pourra parler de ces retrouvailles qu'un jour on va vivre. Hey, merci encore, Robert. Puis à la prochaine. Merci à toi. Au grand plaisir. Bye. Au revoir.